Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'économie circulaire comme nouveau levier de performance pour votre entreprise. Pendant cette heure d'émission, vous allez pouvoir écouter et poser des questions à des experts sur le sujet. Je vous présente ces experts tout de suite. Benoît Varin, président de la Fédération du réemploi et de la récupération et cofondateur de Recommerce Solutions. Jérémy Sedbon, fondateur de l'entreprise Recycle Matelas. Caroline Zablowski, chef de projet chez WeLoop. David Tourquetil, directeur service et économie circulaire au sein du groupe Boulanger. Et enfin, Philippe Quinter, directeur développement durable et RSE chez BPI France. Bonjour à tous les 5. Je vous le rappelle, dans le chat, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions. Nos experts vous y répondront pendant tout au long de l'émission. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et pour commencer, Philippe Quinter, en tant que directeur développement durable et RSE chez BPI France, pouvez-vous nous dire pourquoi les entreprises doivent intégrer l'économie ? Alors, bonjour à tous. Écoutez, moi, je suis vraiment très heureux de démarrer et de lancer, ce webinaire avec un panel d'intervenants remarquables qui vont nous restituer un petit peu à travers des exemples concrets sur ces sujets. Alors, pourquoi c'est important pour BPI France ? Tout d'abord, il y a un sujet, c'est que ce sujet, économie circulaire, est vraiment très connecté à la performance des entreprises. Ça, c'est une réalité. On aura l'occasion, effectivement, de développer ces sujets. Ça correspond aux enjeux, à de vrais enjeux actuels, à la fois sur la lutte contre le réchauffement climatique, sujet sur lequel les entreprises et sur lequel nous sommes très engagés, comme avec tous nos partenaires, tous les sujets aussi de sobriété énergétique. Ça correspond aussi à des attentes extrêmement fortes, en fait, des consommateurs citoyens. Et par-dessus tout, et on va le voir à travers les exemples et ces restitutions, ça impulse un véritable changement de culture, ce dont on a besoin. Parce qu'on parle trop souvent de la boîte à outils, mais là, c'est de revisiter, de changer carrément les modèles d'affaires, de réenvisager absolument une nouvelle manière de travailler. Et ça, c'est formidable. C'est formidable et ça concerne, je dirais, l'ensemble des filières et des entreprises. C'est un sujet auquel on est extrêmement attaché sur les territoires. C'est un sujet de solution locale et avec tout un ensemble d'optimisation de ressources qui interviennent. Et ça aussi, on va le voir à travers ces exemples et de manière très concrète. Donc, ça ne peut que donner envie à d'autres entreprises de se poser des questions et de se dire comment moi je peux faire pour peut-être me mettre au travail sur ce travail collectif, collaboratif, et on voit très bien qu'il y a de très belles idées. C'est un sujet d'innovation, c'est un sujet où il y a des créations, des nouvelles entreprises, on l'a dit, de nouvelles solutions. C'est un sujet, ce faisant, de création d'emplois derrière. Et ça, c'est pour nous aussi une pierre angulaire. Ça veut dire que ce sont des nouveaux gisements qui vont permettre effectivement à des entreprises de développer, de créer de la valeur et donc de créer des emplois. Il y a un autre sujet aussi qui est très important, c'est la dimension, et elle sera abordée, je le sais, ce sont les nouvelles réglementations qui arrivent et qui sont extrêmement structurantes, donc qui incitent, qui obligent les entreprises à se mettre au travail sur ces sujets. Là-dessus, il y a un encadrement qui est de plus en plus fort, donc il y a un faisceau de raisons qui pousse les entreprises et les acteurs dans les territoires à avancer. Alors, on l'a dit, levier de création de valeur, d'indépendance, de compétitivité, et puis aussi, je crois que ça sera largement abordé, c'est la marque employeur avec effectivement l'attractivité, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui qui sont dans cette dynamique extrêmement forte, elles sont attractives. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller chez elles, on a envie de travailler pour ces entreprises, et puis ça fidélise aussi les salariés qui y sont parce qu'il y a beaucoup de sens. Alors voilà ce que je peux dire en quelques mots pour laisser vraiment la place aux intervenants et écouter avec attention, je dirais, tout ce qui va être dit naturellement. Merci beaucoup pour cette introduction. Justement, vous parliez de réglementation qui évolue. Benoît Varin, il y a notamment cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui est en train d'évoluer, qui a encore évolué depuis janvier dernier. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Oui, bonjour à tous et toutes, et surtout, bien sûr, un spécial bonjour aux membres de la fédération. Un petit remerciement important quand même à Philippe et à toute l'équipe de la BPI, puisqu'on est très fiers, nous, Aircube, d'être partenaires de la BPI avec ce premier
webinaire sur ce sujet-là de comment l'économie circulaire peut impacter notre économie. Et on sait que la BPI est quand même l'acteur majeur de la politique industrielle française. Et donc, on est ravis de cette intervention. Donc oui, la réglementation est un des fondamentaux, comme le disait Philippe, mais pas que, puisque les consommateurs et surtout les entrepreneurs sont les constructeurs de notre société. Mais souvent, la réglementation est justement à cette croisée entre une demande des consommateurs, une influence plus ou moins importante de certains mouvements industriels. Et donc, la réglementation est, quoi qu'il se passe, une manière de structurer le secteur. Depuis le principe du pollueur-payeur, qui vient surtout d'ailleurs quand même de notre réglementation européenne, qui a été bien structurée dans la loi maintenant, par le fait qu'on a la responsabilité élargie du producteur, la fameuse REP, qui va imposer à tout metteur sur le marché en France et en Europe de gérer la fin de vie de ses produits. C'est vraiment cette vision d'économie circulaire, ces prémices juridiques qui font que maintenant, tout industriel, toute personne qui va mettre sur le marché en France et en Europe un nouveau produit va devoir gérer, anticiper la durabilité, anticiper la réparation, anticiper la gestion de ses déchets. Et donc, on le voit aussi avec maintenant l'urgence climatique et le nouveau rapport GIEC qui est sorti, qu'on doit agir. Et on sait que cette réglementation et que ce principe-là a pour but de prolonger la durée de vie des produits, puisque on sait que 80%, entre 70 et 80% quand même, de l'impact environnemental vient de la production de produits neufs. Donc plus on va prolonger la durée de vie des produits, plus on va louer, plus on va réparer, plus on va éviter le produit et le remplacer par de l'usage, par du service, moins on aura d'impact environnemental, plus on luttera contre le réchauffement climatique. C'est là où notre fédération, R-Cube, existe depuis 2012. Donc, je suis président élu en tant qu'industriel, en tant qu'entrepreneur parmi mes pairs. C'est mon 3e mandat en tant que président. Et je suis donc moi-même effectivement entrepreneur depuis 20 ans dans le secteur de l'économie circulaire. Et je représente Recommerce, dont on parlera peut-être un petit peu après, qui fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, 190 salariés et en pleine croissance à l'international. Et puis, on a eu beaucoup d'aventures avec la BPI qui était actionnaire chez nous en tant que Recommerce, dans le pôle excellence. On a pu travailler, on continue à travailler énormément avec la BPI sur la politique industrielle. La fédération R-Cube, avant de passer la parole aux autres, participe justement à faire évoluer la réglementation dans une optique de positivité. La réglementation, on peut l'avoir comme une contrainte, mais on peut l'avoir aussi comme une aide au business. Si on l'anticipe, si on agit pour qu'elle s'adapte aussi à nos contraintes. Un exemple concret, quand on a créé Recommerce en 2009, il y avait justement la directive cadre européenne, la 829, 2006-829, qui imposait la fameuse directive D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques, qui allait instaurer en France les premiers éco-organismes autres que les emballages, les éco-organismes qui sont connus comme Écosystème, qui communiquent beaucoup en ce moment, et Écologique, les deux qui restent, puisqu'avant il y avait un 3e, qui était la continuité de ce qui a été mis en place pour le secteur de l'emballage, avec à l'époque Éco-emballage, qui est devenu Citeo maintenant. Ce sont les acteurs qui sont un peu connus parce qu'ils communiquent, ils ont des moyens pour communiquer. Et donc, nous, Recommerce, on a créé la société sur cette dynamique-là en se disant il va y avoir l'obligation du pollueur-payeur. Il y a des produits usagés des consommateurs qui veulent revendre leurs produits. Donc, nous, on va proposer une solution pour permettre à n'importe quel consommateur et à n'importe quel, surtout, commerçant de reprendre un produit usagé quand vous achetez un produit neuf. Et donc, Recommerce, c'est vraiment la technologie qui vous permet de donner un argus, de dire cet équipement électroménager-là, surtout ce téléphone-là, puisqu'on a des leaders du smartphone, vaut 150 €, 98,50 €, et on peut vous le racheter avec un bon d'achat, avec du cash directement. On va le reconditionner et ensuite le revendre dans différents canaux, comme d'ailleurs pour Boulanger, la distribution en boutique chez Boulanger ou en ligne, ou sur d'autres marketplaces ou sur notre site recommerce.com. Donc voilà, et R-Cube va consolider comme ça plus d'une centaine d'acteurs pour permettre à tous ces acteurs-là de la grande distribution, des startups, des ressourceries, des artisans de quartier, se rassembler et faire que le secteur du reconditionnement, le secteur de l'économie circulaire, soit fort par des bonnes pratiques, soit fort par une reconnaissance, soit fort
par un réseau d'hommes et de femmes engagés, où on a envie, justement, avec des partenaires comme la BPI, de construire ce secteur qui soit viable économiquement, qui soit reconnu et qui soit de qualité. Puisqu'on en parlera un petit peu après, le gros risque, c'est des sujets de concurrence déloyale, des risques que la qualité ne soit pas au rendez-vous et surtout que le modèle économique ne soit pas viable à cause aussi des contraintes éventuelles réglementaires qui peuvent aussi casser le business, comme la redevance copie privée, qui a fait évoluer la réglementation du côté de la culture et qui a créé une nouvelle taxe, une nouvelle redevance qui casse le modèle économique français du reconditionnement. Donc ça, la réglementation, voilà, en réponse à votre question, elle est à deux niveaux. C'est une opportunité énorme pour créer un marché, mais ça peut être aussi une contrainte importante. Ce sera ma conclusion à cette question. En faire une opportunité, justement, Carolina Zablouski, comment faire? Quelles sont les principales actions à mener pour intégrer l'économie circulaire dans son activité au mieux et garder cet objectif d'être rentable, évidemment? Merci Simon. Alors, comme a dit Philippe et Benoît tout à l'heure, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'identifier un point d'accrochage. Donc, savoir si on veut intégrer donc, cette économie circulaire du point de vue, c'est une demande de client. Est-ce que c'est du côté réglementaire? Est-ce que c'est une motivation des collaborateurs en interne ou d'autres motivations? Ça, c'est la première chose, c'est de bien identifier ces points. Et le deuxième, c'est comment l'économie circulaire, elle pourrait aider l'entreprise. Est-ce que c'est côté innovation? Est-ce que une image de marque ou un gain économique ou l'ensemble de ces points-là? Et à partir du moment qu'on a identifié les points d'accrochage et on a identifié donc la façon dont l'économie circulaire va aider l'entreprise, là, on va structurer notre stratégie d'économie circulaire pour pouvoir le faire valider auprès des dirigeants. Parce que ça, c'est quelque chose on n'est pas encore parti dans l'opérationnel, mais avant, c'est très important de le faire valider et que tout le monde soit en harmonie avec cette idée-là. Pour que l'implémentation de les stratégies d'économie circulaire ait des bons résultats. Et par la suite, donc, on va intégrer la partie opérationnelle où on a des outils et des méthodologies comme l'analyse du cycle de vie que nous, chez WeLoop, on est un expert pour aider donc à l'intégration de l'économie circulaire. Et il y a des outils comme BPI France fait partie avec les DIAG, par exemple, l'éco-conception. Donc, en aidant des entreprises, des PME pour intégrer cette partie plus opérationnelle. Mais là, la partie opérationnelle, c'est vraiment, ça vient d'une étape plus importante que l'identification et la motivation interne des entreprises pour intégrer l'économie circulaire dans l'activité. Voilà. Intégrer l'économie circulaire, c'est aussi répondre à la demande, soit en interne, c'est ce que vous avez expliqué, Carolina, soit aussi en externe. David Torquetti, qu'avez-vous mis justement en place pour répondre à cette demande des consommateurs chez Boulanger de plus de circularité dans votre modèle? Merci Simon, bonjour à toutes et tous, merci de m'inviter à témoigner. Chez Boulanger, on a créé une direction de l'économie circulaire qui est vraiment spécifiquement chargée d'accélérer le sujet de la révolution qui est en train de vivre le commerce. Nous, on considère que ce qui est en train de se passer, c'est à peu près équivalent à ce qui s'est passé il y a 60 ans, on passait du commerce de proximité à la grande distribution qu'on connaît aujourd'hui. Ces 15 dernières années, c'est beaucoup la transformation digitale qui nous a occupés et aujourd'hui, on voit bien que la durabilité, la circularité, c'est un nouveau standard. C'est d'autant plus vrai dans nos métiers que 90% de nos impacts sur la limite planétaire provient de la fabrication des produits, l'utilisation par nos clients. Benoît Varin en parlait tout à l'heure. Et pour nous, ne pas agir sur ces sujets, c'est carrément sortir du marché, que ce soit pour faire venir des talents ou des clients d'ailleurs. Et notre utilité, notre rôle dans la société, c'est évidemment d'embarquer toutes nos parties prenantes dans cette évolution qui est nécessaire. Donc, c'est à la fois enthousiasmant et extrêmement challengeant pour des organisations comme les nôtres. Et on se concentre sur 3 sujets. Le premier, c'est de tout faire pour faire durer les produits et accompagner nos clients à ce que les produits durent plus longtemps. On a un rôle de tiers de confiance, évidemment, parce qu'on sélectionne des offres. Ces offres, elles doivent être éco-conçues, facilement réparables pour que ensuite on puisse réparer plus facilement les produits. En France, on est en avance parce qu'il y a l'indice de réparabilité
qui, sur certaines catégories de produits, amène à afficher la note de réparabilité du produit, qui sera bientôt, la France sera bientôt rejointe par l'Europe sur ces sujets-là. Donc, il y a des aspects légaux et réglementaires qui nous incitent à agir et qui nous aident à agir. Et puis, réparer les produits quand ils tombent en panne. Ça, c'est plus facile pour nous parce que finalement, la réparation, ça fait près de 70 ans qu'elle existe chez Boulanger. On l'a toujours pratiquée, on vient de là, mais on doit travailler pour la rendre plus accessible. C'est pour ça que nous avons été candidats à la labellisation Quali Répare, qui est une émanation là aussi de la loi AGEC, qui permet de faire bénéficier aux consommateurs d'un bonus réparation à partir du moment où ils s'orientent vers un réparateur qui est labellisé. Et puis enfin, on a construit une offre de réparation par abonnement qu'on appelle Boulanger Infinity. On l'a construite en partenariat avec Cardiff, Cofidis et Verspiren. Et évidemment, en faisant ce type d'abonnement, la valeur client, elle est immédiate parce que quand le client rencontre un problème, il ne paye pas au moment où il tombe en panne. Et nous, la récurrence de revenus nous permet de créer de la valeur et créer des revenus qui nous permettent d'investir dans les métiers de la réparation et d'être plus performants. Le deuxième gros sujet, c'est collecter les produits, ce qui était avant un déchet, qui demain, qui d'ores et déjà n'en est plus un, parce que la raréfaction des matières fera que ce qui était un déchet hier deviendra une vraie valeur demain. On a une opération qu'on appelle la Big Collect depuis des années qui incite les consommateurs à nous ramener leurs produits dont ils ne se servent plus. Il y a des millions de produits qui sont dans les tiroirs des Français. Et puis aussi de développer le rachat. Quand le produit est encore fonctionnel, on voit bien que de plus en plus, les clients ne jetteront pas leurs produits, mais chercheront à se le faire racheter. On voit le Bon Coin et toutes les plateformes de C2C qui existent déjà. Et nous, on se pose en tiers de confiance à plusieurs titres. D'abord, c'est sécurisant de travailler avec un commerçant qui a notre niveau d'expertise. Et puis ensuite, le consommateur, quand il vient chez nous, à nous de lui apporter le bon prix de reprise et la bonne solution pour repartir avec le bon produit derrière. Pour construire ce rachat qu'on a lancé à l'été 2022, on l'a lancé en partenariat avec Circularix, qui est une start-up qui nous apporte la technologie pour pouvoir qualifier le produit, déterminer la valeur et l'orienter vers le bon reconditionneur. Et puis enfin, le troisième grand pan de notre transformation, c'est de passer d'une logique de propriété à une économie de la fonctionnalité. On a une filiale qui s'appelle Boulanger Location, que j'ai la joie de diriger. C'est un business model très différent qui requiert des investissements parce qu'on achète tout de suite un produit qui sera payé par le client petit à petit au fur et à mesure de sa location. Mais c'est aussi de nouvelles façons plus vertueuses de consommer parce qu'après, on peut reconditionner le produit et relouer un produit reconditionné. Et puis aussi, on doit adresser des sujets d'économie de la fonctionnalité. Si on prend un broyeur à café, ce que nous devons métaboliser dans notre business aujourd'hui, c'est qu'un broyeur à café, vous pouvez avoir envie de l'acheter neuf, vous pouvez avoir envie de le louer, et demain, il y aura des modèles où vous pourrez payer au café que vous consommerez. Donc voilà les trois grands pans de la transformation que nous menons. Faire durer les produits, récupérer, collecter de la matière ou racheter les produits, et enfin, l'économie de la fonctionnalité. Je rebondis justement, David, justement, je rebondis sur ce qui a été posé dans le chat sur que faire avec l'obsolescence programmée. C'est un peu toutes ces actions qu'il faut faire pour lutter contre l'obsolescence programmée. Alors, l'obsolescence programmée, il y a surtout une question d'obsolescence logicielle. Il y a aussi des produits qui, contrairement aux idées reçues, durent de plus en plus longtemps, et sont de plus en plus qualitatifs. Et donc après, c'est souvent de l'obsolescence logicielle. Je pense que c'est le marché et les clients, c'est un mouvement global qui fait que de toute façon, une marque qui aura des pratiques de changement d'accessoires récurrents pour faire changer le produit, d'évolution logicielle qui amène à une obligation de changer le produit, ce sera de moins en moins accepté par le consommateur. Et donc, il y a encore, ça nécessite un peu de temps, mais nous voyons notamment dans l'électroménager qu'il y a des vrais travaux pour pouvoir faire durer les produits. Et l'enjeu, on sait que de toute façon, qu'on soit fabricant ou distributeur, il va falloir fabriquer de moins en moins de produits. Et donc, les industriels, le marché, nos clients, les collaborateurs des entreprises, tout concourra à ce que les mauvaises pratiques prennent fin. Merci beaucoup, David. Jérémy, c'est bon, l'économie circulaire est dans l'ADN du modèle de votre entreprise. Vous confirmez que ça n'impacte en rien la rentabilité, bien au contraire?
Oui, effectivement, bien au contraire. D'abord, bonjour à tous et à mon tour de remercier également BPI de m'avoir invité à ce webinaire. Effectivement, chez Recyc Matelas, on a fait de l'économie circulaire finalement notre cœur de métier, puisque donc en 2012 a émergé, et merci Monsieur Varin de l'avoir rappelé, a émergé la responsabilité élargie des producteurs concernant la filière d'ameublement. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance de pouvoir bénéficier de ce cadre réglementaire qui va également finalement créer les conditions d'un modèle économique rentable. Donc on parlait effectivement d'obsolescence programmée. Alors je ne sais pas si les matelas ont une obsolescence programmée. En tout cas en France, on renouvelle à peu près son matelas tous les 10 ans. Et donc, nous avons environ entre 5 et 6 millions de matelas qui sont jetés chaque année en France. Alors pourquoi on a fait, je vais vous raconter très rapidement la petite histoire de Recyc Matelas, puisqu'effectivement, l'économie circulaire fait partie intégrante de notre modèle économique. Donc, comme son nom l'indique, Recyc Matelas Europe est une société que j'ai fondée en 2010 et qui est spécialisée dans le démantèlement des produits litrés en fin de vie et surtout dans la valorisation des matières qui sont issues de ce démantèlement. Donc jusqu'à 2012, nous avons effectivement eu du mal à monter un modèle économique rentable jusqu'à l'émergence effectivement de l'éco-organisme Écomaison. Tout à l'heure, on rappelait l'existence d'éco-organismes comme Écologique ou comme Citeo. On a un éco-organisme qui a été dédié à la filière de recyclage d'éléments d'ameublement en France en 2012 et qui a la vertu d'être un éco-organisme opérationnel. C'est-à-dire que au-delà effectivement d'abonder financièrement pour prendre en charge, en tout cas pour que les metteurs en marché prennent en charge la fin de vie des produits, nous avons une filière qui a déployé à l'échelle nationale donc des bennes dédiées aux déchets d'ameublement dans toutes les déchetteries de France. Et ces bennes vont être ensuite collectées, acheminées vers des centres de tri où les différents flux seront triés et ces flux seront ensuite acheminés vers les différents centres de préparation. Et donc, effectivement, Recyc Matelas répond au marché de préparation et de démantèlement. Alors, effectivement, la responsabilité élargie des producteurs est, me semble-t-il, un mécanisme extrêmement vertueux, typiquement franco-français, qui est d'ailleurs observé de la part de nombre de pays européens, et donc qui permet effectivement de pouvoir donc adosser une taxe, une éco-participation sur les produits qui va ensuite permettre de financer toute la filière, à la fois le transport, le tri et le recyclage. Et donc, Recyc Matelas a monté son premier site de démantèlement en France en 2010 et nous avons créé plus de 150 emplois en un petit peu moins de 10 ans. Nous disposons aujourd'hui donc de 4 sites de production en France et un en Belgique et nous recyclons donc aujourd'hui, l'année dernière, 26 000 tonnes de produits litrés en fin de vie. Alors, jusqu'à présent, le modèle économique de l'entreprise, jusqu'en 2019-2020, était de vendre les matières à l'état brut. Ce qui permettait effectivement au modèle économique d'être rentable, c'était ce fameux prix de traitement que consent à nous verser les éco-organismes en l'échange de la prestation de démantèlement. Et puis, nous allons ensuite démanteler, trier, séparer toutes les différentes fractions de matière pour ensuite les vendre à l'état brut sur les marchés. Ce qui, bien évidemment, représente un levier de rentabilité très important pour les entreprises, c'est tous les projets d'intégration verticale. Et bien évidemment, le Écomaison, je dirais, en est témoin et accompagne un petit peu dans cette dynamique, c'est-à-dire que l'enjeu de la filière a évolué. Sur les 10 premières années de la filière, l'enjeu pour Écomaison était de trouver des opérateurs en capacité d'absorber les volumes qui sont collectés et donc de monter effectivement des lignes de production capables d'absorber des gros volumes. Aujourd'hui, les enjeux ont évolué et tous les éco-organismes tentent à inciter aujourd'hui les opérateurs à aller beaucoup plus loin sur la chaîne de valeur et donc à intégrer des projets d'intégration verticale qui ont pour principe de fabriquer des produits finis ou des produits semi-finis en incorporant des matières premières secondaires et de les commercialiser et de les commercialiser par les propres soins. C'est la stratégie qui est en train d'entamer Recyc Matelas avec donc 2 principaux projets. Un premier qui concerne le réemploi, puisque nous allons
à partir de l'année prochaine, fabriquer des matelas reconditionnés à partir de matelas en fin de vie avec des process totalement aboutis en termes d'hygiénisation et de recomplexage. Et puis un deuxième projet qui nous tient également extrêmement à cœur, qui consiste à fabriquer un isolant thermique destiné à l'isolation des combles perdus et qui sera fabriqué à partir des textiles issus du démantèlement. Donc, bien évidemment, ça fait partie des leviers de rentabilité, puisque lorsque vous incorporez une matière première recyclée et que vous allez vous-même commercialiser le produit, bien évidemment, cette matière prend beaucoup plus de valeur par rapport au fait de la vendre à l'état brut. Donc, voilà comment un petit peu Recyc Matelas a trouvé son modèle économique. Et c'est vrai qu'en termes de création de valeur, de création d'emplois et de rentabilité, voilà, la France a cette vertu avec le système de REP d'avoir créé les conditions de la possibilité de monter un modèle rentable. Merci beaucoup, Jérémy. Justement, à l'inverse, Benoît Varin, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises quand il s'agit d'adapter son business model pour plus de circularité? Alors, les difficultés sont nombreuses. Avant de parler des difficultés, on a oublié de parler vraiment du volume d'activité que représente le secteur. On parle de plus de 36 milliards d'euros, le secteur de l'économie circulaire. En France, on pourrait et on souhaite créer plus de 100 000 emplois autour de ces métiers. Je pense que David n'en a pas parlé et Jérémy non plus, mais on recherche énormément de techniciens, d'experts, d'ingénieurs qui réfléchissent à toutes ces manières d'optimiser, de calculer la manière de réparer, la manière de la réparer de manière optimale. Et les réparateurs, c'est entre guillemets une ressource rare. Et l'emploi, comme le disait Philippe, reste un enjeu clé pour chaque secteur industriel. Donc notre secteur industriel est encore en devenir et les difficultés sont nombreuses, bien sûr humaines, c'est-à-dire que c'est les hommes et les femmes qui vont faire le secteur, qui vont créer cette économie en devenir. Et c'est à nous d'être imaginatifs et de sensibiliser, d'inspirer, de former les futurs cadres, les futurs ingénieurs, les futurs techniciens, les futurs logisticiens qui vont eux-mêmes penser la mobilité douce, penser la meilleure manière de sensibiliser les consommateurs. Donc déjà, la première difficulté, c'est ça, c'est recruter, former, et actuellement, on ne forme pas assez. Deuxième problème, il est aussi d'ordre plutôt politique, organisationnel, c'est que le secteur n'est pas reconnu comme une branche professionnelle à part entière. Nous n'avons pas de secteur, de branche professionnelle dans le cadre de la formation, branche professionnelle comme peuvent être organisées l'industrie, etc. On est encore, nous-mêmes, en tant que fédération professionnelle, on reste pas ou peu reconnu, voire pas du tout, puisqu'on n'est pas institutionnellement parlant organisé. On a créé cette association Aircube en 2012. On a, nous, une certaine lisibilité gouvernementale, puisqu'on est nommé par décret à la CIFREP, à la commission interfilière REP, qui coordonne ces fameuses REP dont parlait Jérémy, qui structure, entre guillemets, l'économie un peu circulaire, ou au moins cette économie, la gestion de la fin de vie des produits, puisque c'est plus large, l'économie circulaire. Mais donc, on est dans ce cadre institutionnel, nous, Aircube. On est aussi nommé au Conseil national de l'économie circulaire, qui a été créé là, il y a 2 ans, relancé il y a 2 ans, mais qui était moribond avant. Et puis, on siège là plus récemment, et à notre grand dépit, à la commission copie privée, puisque le secteur a été taxé contre lui-même, sans notre avis, il y a 2 ans, et on a depuis 1 an eu le droit, et on a le droit maintenant de représenter le secteur au sein de cette commission qui a créé une nouvelle redevance sur les produits électroniques reconditionnés pour, soi-disant, entre guillemets, rémunérer des artistes qui n'ont pas bénéficié de rémunération pour leur contenu copié. Sans rentrer dans la polémique. Donc, nous, on est en train de rentrer dans ce côté institutionnel. On aimerait bien que le gouvernement le fasse mieux. On aimerait bien que, justement, tous ensemble, on arrive à faire reconnaître notre secteur dans un cadre de branche institutionnelle. La loi Industrie verte, on espère que ça peut être le cadre de cette loi qui pourrait instituer ça. On a la possibilité de le faire jusqu'en septembre. Je vous invite tous et toutes, d'ailleurs, à vous saisir de cette loi Industrie verte qui est actuellement en cours de discussion au sein du gouvernement. D'ailleurs, aujourd'hui même va être annoncée un peu la feuille de route de cette loi et de cette feuille de route économie circulaire par le gouvernement. Bien sûr, il y a le modèle économique. La plus grande difficulté, c'est la rentabilité de notre secteur. On reste un secteur, la plupart des acteurs
perdre de l'argent. Perdre de l'argent, pourquoi? Parce que sur chaque produit touché, la pièce détachée, la main-d'œuvre, les fluctuations monétaires, les fluctuations, les taxes vont faire qu'on va potentiellement perdre pour chaque produit touché quelques euros par produit. C'est les quelques euros parce qu'on a mal acheté, parce qu'on a vendu moins cher que ce qu'on avait estimé, parce qu'on a de la concurrence déloyale qui vont faire baisser les prix et c'est le meilleur prix qui gagne. Et un chiffre, par exemple, qu'on m'a donné, c'est que 50% des clients qui rentrent dans une boutique physique vont en fait acheter sur Internet à une marketplace. Il va juste utiliser le vendeur en face de vous, le produit que vous avez vu, le prix pour comparer entre tiens, le produit qui est là et le produit que je peux avoir dans 48 heures via une marketplace qui va vendre le produit, qui va expédier le produit de l'autre bout du monde. Et ça, c'est la fameuse concurrence déloyale qui est la plus grande difficulté pour nous, pour notre secteur, c'est de faire face à cette concurrence numérique avec des acteurs qui ne respectent pas les mêmes règles qu'en France, sans payer de TVA, sans payer de redevances du privé, sans payer d'éco-contributions. Et donc ça, c'est le plus gros problème. L'autre problème qu'on a aussi, c'est l'accès au gisement de manière régulière, qualitative, et qui permettent d'amortir nos investissements. Investissements industriels, on l'a vu avec Jérémy, c'est des usines, c'est de la technologie, c'est de la R&D. Ça va être aussi des investissements en matière d'informatique. Là, j'ai vu dans le chat et dans la discussion, c'est le passeport numérique. Ça demande énormément de développement informatique pour tracer les produits. Et actuellement, un logiciel coûte plus cher qu'un broyeur. Un logiciel coûte beaucoup, beaucoup plus cher qu'une balance pour peser la tonne. Donc, le problème de qui finance l'investissement de base. L'autre problème, bien sûr, c'est l'innovation, la recherche et développement. Quand on n'a pas de vision sur les volumes, quand on ne connaît pas exactement les tendances du marché, c'est compliqué d'aider les innovateurs, les entrepreneurs à trouver le bon marché et à se positionner. C'est là où Aircube, pour conclure, on apporte à la fois cette vision affaires publiques, on va travailler dans le sein des commissions sur les textes de loi, on va tous collectivement essayer de peser pour comprendre et agir sur les textes de loi. On va aussi, avec un programme qu'on a lancé et on souhaite intégrer de nouveaux partenaires, des nouveaux entrepreneurs, le Reuse Lab, qui est un programme d'incubation pour aider les entrepreneurs à trouver le marché, à s'associer, à trouver les premiers clients, les premiers POC. Donc, c'est le Reuse Lab, piloté par Philippe, que je salue, qui est connecté. Et puis, on a aussi toute une dynamique de commission où par sujet, là, actuellement, on accompagne une commission un peu innovante. Vous allez rigoler, ça va être ma petite touche, mon petit clin d'œil. C'est la litière d'animaux, litière pour chat. Dans certaines poubelles, ça peut peser jusqu'à 10 à 20% de votre poids, la litière pour chat minérale, qui est transportée par des camions de poubelles, alors qu'on pourrait utiliser des litières végétales qui sont réemployables, réutilisables et beaucoup plus naturelles. Donc là, on essaye de faire des pilotes, des études scientifiques pour dire, utilisons une litière qui est beaucoup plus réutilisable. C'est une commission litière végétale qu'on anime au sein de Aircube. On a bien sûr d'autres commissions, les commissions de la fonctionnalité, la location, comment arrêter d'acheter du neuf, mais de louer un produit reconditionné. Voilà. Donc, tous ces sujets-là, nous, en tant qu'association, on est là pour aider à structurer le secteur, à faire que les hommes et les femmes trouvent un cadre rassurant de solidarité et puis qu'on aide aussi à trouver ces financements et ces gisements pour essayer de trouver un équilibre et un arbitrage et de faire que chaque entrepreneur puisse apporter une solution attendue par les consommateurs. Et ma conclusion, c'est que en tant qu'entrepreneur, je suis convaincu et complètement convaincu que c'est l'offre qui crée la demande. Et c'est parce que les entrepreneurs vont être rassurés et en confiance grâce à souvent des modèles financiers et des soutiens financiers. Long terme, Philippe, j'insiste, l'investissement long terme, evergreen pour ceux qui connaissent, qu'on va permettre de créer ce monde durable et cette économie circulaire. Et c'est la finance, bien sûr, mais c'est surtout les entrepreneurs et cette association de parties prenantes qui feront que notre secteur sera le plus durable possible. Et merci encore pour votre présence. David, je rebondis. L'économie circulaire, du coup, on l'a vu avec Benoît, ça représente un coût, mais il faut aussi le voir comme un investissement, David? Oui, complètement. C'est un investissement c'est plusieurs investissements assez lourds. L'enjeu pour nous, c'est le changement complet de business model. Sans doute que demain, d'ailleurs, ça reposera sur des lectures un peu différentes des valeurs concrètes.
Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de location, de la vente de seconde vie, de recyclage, etc. Et c'est vrai que ce sont des nouveaux sujets qu'on vient mettre dans notre modèle économique. On crée un modèle économique un peu hybride sur lequel le standard n'est pas posé. Donc on doit forcément beaucoup itérer, prendre des options et des paris dans le cadre de ce qui est en train de se passer. Les gros investissements, ils sont multiples. Le premier, il est humain. On doit investir dans la formation de nos équipes parce que les métiers évoluent. Le métier de la vente évolue quand vous devez commencer par racheter un produit avant de penser à en vendre un. Quand vous vendez plus de services que de produits, donc il faut accompagner nos équipes de vente. Et puis après, il y a le défi de la formation technique dont parlait Benoît Varin juste à l'instant. Nous, avec le développement de nos politiques autour de la réparation, on estime qu'il pourrait nous manquer à un horizon 3 ans de l'ordre de 200 à 300 techniciens électroménagers, par exemple, et qui sont des métiers sur lesquels on ne forme plus, sur lesquels il n'y a pas une attractivité très forte qu'il faut créer, et c'est aussi un de nos rôles. En tout cas, ça nécessite des investissements massifs de notre part là-dessus. On doit aussi investir dans nos systèmes d'information parce que pour adresser tous ces nouveaux sujets, on doit plugger dans nos systèmes des partenaires d'importance plus ou moins élevée, de la petite start-up qui démarre et qui nous apporte une petite brique ou une réponse sur une niche, au gros fournisseur international. On doit aussi travailler nos parcours clients parce que ces nouvelles façons de faire du commerce, on doit les intégrer de manière complètement omnicanale et sans couture pour le client. On doit aussi bien le connaître, agréger de la data et avoir des outils de connaissance client parce que dans ce contexte-là, chaque consommateur devient encore plus unique. Je vais vous l'illustrer. Quel consommateur va se dire moi, je souhaite louer mon smartphone et ne pas en avoir la propriété. À l'inverse, le réfrigérateur, il est hors de question pour moi qu'il soit reconditionné. C'est forcément un réfrigérateur neuf et je veux en être propriétaire. Et ça, il faut qu'on connaisse bien les clients pour faire la bonne proposition de valeur en fonction de ce qu'ils souhaitent consommer. Et puis aussi, il y a un gros sujet de traçabilité des produits. Si les produits ils ont plusieurs cycles de vie avec plusieurs propriétaires, c'est important là aussi dans notre rôle de tiers de confiance de pouvoir tracer ce qui s'est passé, quelle a été la vie du produit pour pouvoir apporter le bon niveau de garantie et de confiance au consommateur. C'est sans doute d'ailleurs un très bon cas d'usage pour des choses comme la blockchain par exemple, ça semble tout indiquer. Et effectivement, ces investissements, c'est aussi beaucoup d'opportunités de créer une meilleure valeur client, d'avoir moins de gaspillage, d'avoir une meilleure efficacité. Je pense que l'économie circulaire, c'est aussi une économie de la frugalité, où chaque geste doit être précis et donc des opportunités de nouvelles valeurs, encore une fois dans un contexte pas simple. Et puis il y a un enjeu de vitesse, pour terminer, moi je terminerai là-dessus, c'est on doit transformer vite des choses qui sont complexes. Donc on doit être très clair sur ce que nous décidons d'opérer nous-mêmes, ce que l'on concède ou qu'on délègue pour pouvoir travailler en mode plateforme parce que dans un monde où tout va plus vite, où il y a des paradigmes importants qui changent, on doit pouvoir s'associer avec tout un écosystème pour être plus efficace. Les changements auxquels on fait face, c'est que le client à qui on vendait un produit devient aussi notre fournisseur dans le cadre d'un rachat, par exemple. Et tout ça, ça nécessite évidemment tout ce que j'ai évoqué précédemment dans un délai court. Carolina, justement, pour optimiser ces... Oui, pardon. Alors, comment optimiser alors là, je suis d'accord qu'il y a un coût côté pour implémentation pour l'économie circulaire, mais il faut voir, comme il a dit David et même Benoît, il faut voir ces coûts-là comme un investissement. Je pense que la problématique aujourd'hui, c'est qu'on veut avoir un retour sur cet investissement en court terme. Et normalement, quand on rentre dans cette stratégie d'économie circulaire, il faut surtout penser un peu à long terme, voir peut-être la création d'un nouveau marché, voir l'engagement des collaborateurs, des clients. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre de voir l'intégration de l'économie circulaire comme en coûtant moins cher que l'économie linéaire qu'on a aujourd'hui.
et voir, si on regarde un bilan financier standard, bien sûr, si on regarde à court terme, on va voir qu'il y a un coût qui peut être plus ou moins important pour avoir un accompagnement des experts ou même de la formation en interne pour nous guider, pour qu'on fasse les bons choix. Mais il faut voir ça comme un investissement, il faut voir toutes les externalités positives que ça va nous créer par la suite, que ce soit côté innovation, que ce soit côté image de l'entreprise, engagement, même des collaborateurs en interne, parce que ça crée aussi toute une stratégie interne. Donc, je pense que il faut bien voir ces côtés-là, comme il a dit Jérémy, l'innovation pour Recyc MATLAB, par exemple, c'est quelque chose en interne et ça donne de la valeur à l'entreprise au-delà de l'investissement, de coûts que ça génère, l'implémentation de cette économie circulaire. Voilà. Jérémy, si vous deviez donner un conseil à ces entreprises qui aimeraient intégrer plus de circularité dans leur modèle, que diriez-vous? Alors, vous avez coupé votre micro. Tout ce qui vient d'être dit est extrêmement intéressant. Moi, je vais peut-être parler un petit peu de gouvernance, hein, ça n'a pas tellement été évoqué. Carolina nous disait d'ailleurs en début d'entretien que la feuille de route économie circulaire doit être aussi un petit peu initiée, soit par les clients, soit par les collaborateurs en interne, de temps en temps par la direction. Moi, il me semble que si on n'a pas une gouvernance qui est tournée vers et qui va impulser, initier une feuille de route économie circulaire, je pense qu'une entreprise, voilà, va avoir du mal à concrétiser ses actions. Nous, l'exemple, c'est l'entrée au capital de BPI en 2021 qui a impulsé justement cette feuille de route économie circulaire en cadrant les objectifs. Alors nous, on appelle ça un plan d'impact, hein, on peut l'appeler un petit peu n'importe comment. Et donc, ce plan d'impact va détailler, il faut formaliser un plan d'accompagnement avec des actions concrètes, avec des objectifs, des sous-objectifs, et pouvoir avoir la possibilité d'incentiver nos collaborateurs justement sur un certain nombre de critères extra-financiers et donc qui vont permettre effectivement de mettre en place ces actions. Donc, à titre d'exemple, nous, on a dans notre plan d'impact des grands pavés, hein, comme l'innovation, la qualité de vie au travail, la communication et l'optimisation de cette communication. Et donc, à l'intérieur de chacun de ces pavés, effectivement, on a pu formaliser donc une feuille de route très concrète qui est ensuite objectivée, challengée en interne et auditée par un cabinet totalement extérieur. Donc, je pense qu'il faut se donner les moyens de nos ambitions. Et pour pouvoir effectivement instaurer un peu d'économie circulaire dans notre modèle, il faut réfléchir. C'est une association des actionnaires, des dirigeants pour pouvoir embarquer tout le monde, tout simplement. Merci beaucoup. On va prendre aussi les questions un peu du chat. On a une question de Colline Laurent pour vous, Benoît. Je sais qu'Aircube a entamé un travail sur la sémantique autour de l'économie circulaire, autour du terme reconditionnement. Est-ce que vous avez étendu ce travail à d'autres termes? Par exemple, que peut-on réellement qualifier de seconde main quand beaucoup de marques utilisent ce terme? Du coup, cette question de Colline Laurent. Benoît, est-ce que vous voulez répondre? Oui, bonjour Colline et bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Alors, avant de répondre précisément à cette question, je voulais rebondir sur ce que disait Jérémy. Nous, au sein de la fédération, on croit beaucoup justement aux référentiels qualité qui sont structurés et qui permettent de structurer le secteur. L'agriculture biologique a pu advenir parce qu'il y a le label AB, agriculture biologique, qui a été structuré dans une démarche industrielle, dans une démarche collective en tout cas, pour permettre à n'importe quel acteur économique, agriculteur, de respecter ce cadre-là avec un organisme tiers indépendant qui venait vérifier le respect. Et donc, le ministère de l'Agriculture, alors pour la petite anecdote, c'était des agriculteurs entre eux qui, au début, ont créé ce référentiel et le voisin allait voir son voisin, lui a dit « Tiens, est-ce que tu respectes bien ce référentiel sur lequel notre communauté est d'accord ?» Et ils sont auto-audités. Après, ils ont fait appel à un cabinet externe et après, ils ont cédé le référentiel au ministère de l'Agriculture français. Et le ministère de l'Agriculture français a travaillé avec les autres ministères et c'est devenu un label européen. On appelle de nos voeux à faire la même chose pour le reconditionner, pour qu'on ait un référentiel français et européen
qui permettent de structurer c'est quoi un produit reconditionné et la qualité attendue par un organisme externe. Et ça permet d'aller au-delà de la terminologie, ça c'est pour répondre à Colline, parce que la terminologie, en fait, c'est juste des mots et ça restera des mots. Mais l'important, c'est derrière, qu'est-ce que ça représente ces mots en termes d'impact, en termes de réalité concrète économique. Et là, ce qui est important, effectivement, dans seconde vie, qui est d'ailleurs défini de manière très différente selon les pays européens, puisqu'il faut même ne pas être franco-français sur ces sujets-là à échelle industrielle. Et ça, la BPI est très puissante pour ça, pour aider les acteurs français à avoir une stratégie internationale. Nos concurrents principaux sont des acteurs internationaux qui sont américains, qui peuvent être anglais, qui peuvent être chinois, qui vont, eux, adresser des marchés qui sont à l'échelle européenne ou à l'échelle américaine. Et donc, si on s'adresse que au marché français, en termes d'amortissement, en termes d'adressage de clients, on peut être limité. Alors que maintenant, notre marché est à l'échelle européenne et les directives et effectivement les réglementations comme le passeport numérique qui est en train de se mettre en place, passeport numérique produit, est à l'échelle européenne. Donc la terminologie Second Life, la terminologie produit d'occasion ou de seconde main doit être structurée à l'échelle européenne. Et effectivement, on appelle de nos voeux à ce qu'on travaille à structurer la terminologie des produits, soit via une définition claire dans la loi. Donc, le produit reconditionné a été défini dans la loi AGEC suite à des discussions qu'on a eues et reste encore d'ailleurs à éclaircir. Est-ce que c'est une nouvelle mise en marché? Est-ce qu'on doit respecter comme un produit neuf les mêmes obligations de metteur sur le marché? La réponse est non, je vous le dis tout de suite. Parce que le code civil, qui est le code le plus important, dit bien qu'un produit ne peut avoir qu'une seule mise sur le marché en France. Parce que, je vais vous le dire pourquoi, parce que politiquement, et ce sera mon mot de conclusion, beaucoup d'acteurs quand même industriels sont en concurrence entre eux, et surtout des grands secteurs, et le neuf aurait intérêt, les industriels du neuf qui sont peu français, malheureusement, pourrons-nous dire, mais en tout cas, les acteurs qui fabriquent les produits neufs, qui viennent souvent de l'autre bout de la planète, souvent dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, etc., où la technologie est aussi présente, vont avoir intérêt à nous mettre des bâtons dans les roues, nous qui sommes des acteurs locaux qui faisons que réparer les produits. Et donc, certaines tendances qu'on voit en affaires publiques est de nous dire, mettons des contraintes aux acteurs de la réparation, mettons des contraintes pour que le modèle économique, et je l'ai vu dans le chat et la question, pour que ça soit plus cher de faire réparer un produit, ce qui est souvent le cas, que d'acheter un produit neuf. Parce qu'il y a une fiscalité, parce que la pièce détachée est compliquée à trouver, elle est chère, parce qu'il n'y a que certains acteurs qui ont le droit d'accéder à la pièce détachée si vous êtes labellisé par le constructeur, enfin agréé, c'est même pas le terme labellisé, c'est agréé par le constructeur, pour avoir le droit d'accéder à la pièce détachée si vous êtes au garde à vous et que vous ne représentez pas un risque de concurrence des acteurs économiques industriels. Donc, il y a quand même l'ouverture d'esprit, c'est de se dire on est quand même en concurrence avec certains secteurs d'activité et l'économie circulaire n'adviendra que parce que on aura accédé à un équilibre, d'un rapport de force qui permettra à notre secteur d'advenir et que les termes seront structurés. Je crois qu'il y a eu des coupures, non? Il y a des gens qui ont disparu. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Tristan, très bien. Alors, il semble que Simon, notre animateur, a eu un petit problème de connexion. Je suis de retour. De retour, Simon. Oui, excusez-moi, petit parfaitement. Navré pour cette petite coupure. Je reprends du coup les questions. Excusez-moi, question dans le chat aussi de Séverine Gervais pour vous, David. Comment faites-vous pour sourcer des produits dont la durée de vie devra être longue pour se diriger vers une économie de la fonctionnalité? Et avant, est-ce que vous pouvez aussi introduire ce qu'est l'économie de la fonctionnalité pour les gens qui ne connaissent pas forcément? Oui, l'économie de la fonctionnalité, souvent d'ailleurs les gens confondent location et économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, c'est qu'on vend un usage. Donc, on met à disposition chez vous, je reprends l'exemple du broyeur à café, on met à disposition chez vous un broyeur à café que vous n'avez pas payé, on vient l'entretenir régulièrement et vous payez au café consommé, par exemple, en annonçant que vous avez une consommation mensuelle d'environ 90 cafés et d'être… donc, c'est des modèles qui n'existent pas aujourd'hui sur des particuliers ou peu, mais c'est plus pour l'illustration qui existe en entreprise. Et en quoi ce modèle est vertueux? Ça existe dans d'autres industries.
c'est vertueux parce qu'évidemment, si le client ne paye pas le produit, l'intérêt de celui qui met à disposition le produit, c'est que le client tire le meilleur usage et que ce produit dure le plus longtemps. C'est en ça que c'est un modèle vertueux. Pour venir à la sélection, on appelle ça, nous, l'éco-sélection des produits. Donc, pour une part, Boulanger a des marques propres, donc on est metteur sur le marché. Et donc, nous travaillons à réduire l'impact, soit en utilisant moins de matière pour fabriquer les produits ou pour qu'ils soient plus réparables. Je vais vous prendre un exemple concret là aussi. Historiquement, une souris, c'est un produit qui coûte très peu cher, qui est thermosoudé, et puis quand elle ne marche plus, elle était historiquement jetée. Or, technologiquement, une souris, c'est un outil qui est assez simple. Et on a construit des cahiers des charges et fait fabriquer une souris qui est complètement démontable, avec des vis, elle n'est pas thermocollée, elle est démontable, ce qui fait que quand votre souris ne fonctionne pas, comme il y a 3 vis à enlever pour la démonter et 2 pièces à l'intérieur ou 3 pièces à l'intérieur pour les changer, si vous avez les pièces qui sont disponibles et très peu de temps de main-d'œuvre nécessaire pour pouvoir la réparer, eh bien, on passe d'un produit qui était thermocollé, pas éco-conçu, jetable, à un produit qui pourra être réparé. Donc, après, évidemment, nous sommes distributeurs. Nous vendons des produits qui sont mis sur le marché par des grands groupes internationaux. Et donc, évidemment, nous dépendons de leur politique, mais je l'évoquais tout à l'heure, il y a tout un environnement qui est en train de bouger. Et puis, nous, on peut aussi mettre en place des actions concrètes avec eux, soit en éditant des cahiers des charges d'achat, soit aussi en faisant le constat de la durabilité des produits ou de leur taux de panne. On suit les taux de panne des produits que nous vendons. Et donc, si nous estimons que des produits sont trop énergivores ou tombent trop en panne ou ne sont pas suffisamment durables, on peut les sortir de nos assortiments. On a notamment accompagné à l'automne nos clients pour passer de la table gaz à la table à induction parce que consommer l'électricité, ça émet moins de carbone que de consommer du gaz. Et pour faire ça, il faut être capable de l'accompagner, de venir chez lui, changer son installation pour pouvoir passer d'une technologie à une autre. C'est aussi un des autres rôles que nous devons tenir dans cette nouvelle économie-là. Merci beaucoup. Je réagis aussi à une remarque dans le chat de Dominique Zamy qui nous explique son projet et qui finit par nous dire que selon lui, l'économie circulaire reste l'apanage des grands groupes. Carolina, adapter son modèle à l'économie circulaire, c'est adapté à toutes les tailles d'entreprise? Tout à fait. Je pense que nous, chez WeLoop, on travaille beaucoup avec des petites entreprises et surtout avec des startups. Et ça, c'est encore une étape qui est un peu plus facile parce qu'une startup, en fait, elle vient de commencer à élaborer son plan et intégrer l'économie circulaire, c'est plus simple. Mais avec des petites entreprises qui veulent intégrer cette notion d'économie circulaire, que ça soit dès la conception du produit ou du service, mais aussi dans sa fin de vie, il y a des entreprises qui travaillent aussi sur l'acte de collecte directement pour réintégrer elles-mêmes la fin de vie de son produit. Et ça, on travaille énormément aujourd'hui avec des petites entreprises. On essaye de voir les aides qu'on pourrait avoir pour aider ces entreprises, ces côtés investissement que Benoît y parlait tout à l'heure aussi, parce qu'on voit qu'il y a la difficulté aussi de créer cet investissement parce qu'il y a un coût associé. Mais c'est pas forcément les grands groupes, au contraire. Je pense que c'est à partir du moment qu'on a une petite entreprise, c'est peut-être aussi plus simple d'intégrer l'économie circulaire, d'avoir une démarche en interne qui est plus cadrée, qui est plus motivée par les collaborateurs. Et donc, non, c'est pas que des grands groupes qui peuvent intégrer, au contraire. Merci beaucoup. Pour conclure, Philippe Quinter, que fait BPI France pour accompagner justement ces entreprises de toute taille à intégrer l'économie circulaire dans leur modèle? Alors, moi, en fait, en écoutant attentivement ce qui vient d'être dit par David, Benoît, Jérémy et Carolina, il y a un mot qui me vient, mais vraiment spontanément, c'est enthousiasmant, en fait. Parce que là, on comprend à travers les exemples qui ont été donnés cet élan d'initiative, cette force, en fait, visant à susciter, en fait, des nouveaux réflexes de consommation.
des nouvelles habitudes de consommation. Et ça, c'est formidable, parce que là, on est sur des changements de culture profonds. C'est finalement apprendre à faire différemment. D'ailleurs, le terme a été prononcé tout à l'heure, d'innovation frugale, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est, c'est pas que la caisse à outils, hein. Donc c'est à travers ces initiatives, se mettre au boulot. Et puis là, ça réconcilie totalement, mais alors totalement, les attentes des consommateurs, des citoyens, ce qu'on veut finalement, les grandes orientations qu'on veut trouver aujourd'hui dans le commerce. Et des termes ont été cités. Alors, David a parlé tout à l'heure de tiers de confiance. C'est-à-dire, et moi je pense que c'est essentiel, c'est redonner confiance aussi aux consommateurs et à toute la chaîne, finalement, d'acheter, de se comporter de cette manière à travers tous les efforts des différents acteurs. Et là, je trouve que c'est formidable. Alors nous, s'agissant de BPI-France, qu'est-ce qu'on fait là-dedans et comment on peut être utile au dispositif? Nous, on sort sur la ligne de crête, vous le savez bien, entre le fait de promouvoir et de soutenir l'ensemble des initiatives qui sont multiples. Et là, il y a de fabuleux exemples. Et puis, bien sûr, la réglementation. C'est à la fois les initiatives spontanées, généreuses, sur un territoire, créatrices de business, d'emploi, on l'a dit, et puis la réglementation, la contrainte. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on est dans cette nasse, et il faut qu'on en tienne compte dans ce que l'on peut faire. Alors, nous, on intervient sur plusieurs aspects. D'ailleurs, ça fait l'objet de questions. Il y a bien sûr l'aspect financier, notre rôle en tant que banquier d'investisseur, ça a été rappelé. C'est-à-dire, on soutient l'ensemble des initiatives liées à l'économie circulaire à travers des fonds spécialisés ou généralistes, à travers des prêts, des catégories de prêts, des prêts verts, etc. Donc, on a les éléments financiers pour aider les entreprises à avancer sur ces sujets. Mais comme vous le savez également, on a placé, nous, dès la création de BPI-France, sur un même pied d'égalité, notre capacité d'accompagnement. Et on considère aujourd'hui que l'accompagnement bienveillant dans la durée, ça a été aussi rappelé, est clé pour les entrepreneurs. Alors ça se traduit par différentes choses. D'ailleurs, Carolina l'a cité, les DIAG. Oui, c'est vrai qu'on l'a développé avec des partenaires, l'ADEME, etc. Des DIAG éco-conception, des DIAG éco-flux. On a aujourd'hui un peu moins de 700 entreprises qui ont réalisé ces DIAG. On les a démarrés il y a très peu de temps. On a à travers BPI France Université, alors je suis désolé, je vais faire un peu le catalogue, mais tout ça, BPI France Université, c'est gratuit. Donc, que tous les entrepreneurs de France regardent, simplement en mettant leur mail. C'est la grosse base de données d'e-learning sur tous les sujets, en fait, avec des experts de l'économie circulaire, entre autres, qui donnent des conseils et qui essayent d'initier pour faire les premiers pas dans ces domaines et aller beaucoup plus loin. On a aussi sur le changement de mindset, dans le bon français, un changement de culture, bien sûr, c'est ce qu'on a poussé et ce qu'on continue, les VTE verts, les volontaires territoriaux d'entreprises verts, qui dans les entreprises, ce sont des personnes qui aident à revisiter les modèles d'affaires et donc à s'engager sur comment effectivement, entre les intrants, etc., comment coopérer, collaborer sur un territoire, revoir finalement le business d'une entreprise avec de l'éco-conception, c'est-à-dire réfléchir autrement, faire autrement, pour une finalité qui a été formidablement explicitée de manière plus durable. Et puis, on a bien sûr, vous savez, c'est la devise, partir à fond et accélérer. Alors, on a nos accélérateurs, bien sûr, pour les entreprises, généralistes et sectorielles, et notamment des accélérateurs sur la transformation et valorisation des déchets pour aider les entreprises à passer à la vitesse supérieure. Donc ça, on le met à la disposition des entrepreneurs pour avancer. Et puis, et j'en terminerai par là, il y a toute une batterie de programmes qui existent d'accompagnement, soit des programmes RSE, des outils de premier échelon un peu plus sophistiqués, pour donner envie aux entrepreneurs de se poser des questions et de commencer à marcher sur cette route de l'économie circulaire, économie de la fonctionnalité. Je mettrai économie circulaire / économie de la fonctionnalité, et cela a été formidablement rappelé. Donc, nous, on est vraiment dans cette logique d'aider, d'apporter avec tous nos partenaires, et ce que je trouve vraiment intéressant, encore une fois, c'est pas le boulot d'une seule entité, c'est un travail collectif. C'est un travail d'intelligence collective sur les territoires. Et je pense franchement, on gagnera la partie
si on s'y met tous, parce que là, on ouvre des portes et en écoutant les exemples, il y a des portes qui sont ouvertes. Et le sujet, c'est qu'on n'en voit pas la profondeur. Ça va ouvrir d'autres portes et on va faire quelque chose de formidable. Donc, vraiment, moi, je suis vraiment très heureux d'avoir écouté attentivement tous ces témoignages. Merci beaucoup Philippe pour ces mots enthousiasmants. Du coup, on reprend le terme d'enthousiasmant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire, organisé du coup par le Club Excellence de BPI France, en lien avec la communauté du Coq Vert et la Fédération du réemploi et de la récupération. Le replay du webinaire sera disponible directement à la fin de ce live. Donc, si vous voulez intégrer toujours plus d'enjeux durables dans votre stratégie d'entreprise, il y a aussi un événement pour vous. C'est la semaine prochaine, c'est jour E, qui aura lieu au Ground Control à Paris. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien, vous pourrez le trouver sur bpifrance.fr. Donc, n'hésitez pas à venir pour poser des questions pareilles à des experts, cette fois-ci en physique. Merci aussi à tous les 4 d'avoir participé, et à Philippe aussi, pour votre intervention. Et n'hésitez pas à regarder ce replay. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir.